Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 2 et tout au long de ce chapitre, on a été suivi par un exemple qui nous servait toujours dans les applications numériques. Il s'agissait d'une expérience portant sur des éponges et on étudiait l'influence d'un facteur X, la durée de stockage des éponges. On étudiait son influence sur le caractère Y, l'hydrophilie, le pouvoir d'absorption des éponges. Alors jusqu'à présent, les résultats expérimentaux étaient toujours présentés sous forme de 4 échantillons juxtaposés. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va empiler ces échantillons, on va les superposer de façon à ce que tous les résultats expérimentaux soient contenus dans une seule colonne. Alors, l'avantage de cette présentation, c'est qu'elle permettra plus facilement de calculer les résidus. On a donné au précédent cours la définition de résidu. Pour chaque individu, on lui retranche la valeur de la moyenne de son échantillon. Je vous rappelle que c'est le premier indice, petit i, qui permet de repérer dans quel échantillon on se trouve. Et les moyennes d'échantillons, on les avait calculées depuis longtemps, on connaît leur valeur explicitement. La colonne en bleu enregistre toutes les mesures expérimentales du caractère Y. On retrouve empilés tous les échantillons. Dans la colonne bicolore, avec l'alternance de couleurs noir, rouge, on voit empiler toutes les moyennes d'échantillons. Elles sont empilées avec répétition, de telle sorte que chaque individu dans la colonne en bleu, y trouve juste en face de lui dans la colonne bicolore exactement la moyenne de son échantillon. Et vous avez dans le polycope toutes les valeurs numériques pour corriger vos calculs de résidus. Un jour d'examen, on ne vous demanderait pas de calculer carrément 12 résidus comme ici, mais calculer juste un résidu, ça effectivement, on peut vous le demander. Il existe diverses formulations synonymes pour exprimer le problème qu'on est en train d'étudier. Par exemple, on peut dire qu'on étudie un facteur X pour voir s'il exerce une influence sur un caractère Y, ou bien on peut dire qu'on est en train de comparer plusieurs populations entre elles pour voir si elles se ressemblent, parce qu'il faut se souvenir que chaque valeur du facteur X détermine une population différente. Précédent cours, on avait introduit diverses notations pour désigner les moyennes et les variances des populations qu'on est en train d'étudier. Bon là, je rappelle les notations dans la situation où on a 4 populations en parallèle, comme dans l'exemple des éponges, mais au précédent cours, on avait donné les notations dans un cas tout à fait général lorsqu'on a un nombre de populations quelconque. Donc ne pas confondre ces moyennes et variances de population avec les moyennes et variances d'échantillons. Ces moyennes théoriques, moyennes de population, c'est des nombres inconnus. Pareil pour les variances théoriques, les variances de population. Donc justement, quand on avait pratiqué le test ANOVA, sur l'exemple des éponges, on avait vu que le facteur X exerce effectivement une influence sur le caractère Y. On avait vu que les 4 populations ne sont pas toutes les 4 identiques et une autre formulation synonyme, ça revient à dire que le caractère Y ne suit pas la même loi dans les 4 populations. Donc on comprend pourquoi on a prévu une notation différente pour désigner la loi du caractère Y dans chacune des populations considérées. Lors du précédent cours, on avait constaté qu'on ne pouvait plus continuer à désigner le caractère Y à l'aide d'une seule et unique lettre Y. Il fallait prévoir plusieurs lettres Y, plusieurs variables aléatoires pour prendre en compte le fait qu'on n'a pas forcément partout la même loi. Donc on s'est retrouvé avec une famille de variables aléatoires indicées par i et j. Donc dans le cas des éponges, on avait ici, en jouant sur les différentes valeurs de i et j, on avait ici une famille de 12 variables aléatoires. Et dans le cas général, vous avez une famille de n variables aléatoires avec n le produit entre i et j. Grand I, c'est le nombre de populations que vous êtes en train de comparer, le nombre de valeurs différentes pour le facteur X, et grand J, c'est la taille de chaque échantillon. Voilà, donc une famille de grand N variables aléatoires avec des lois pas forcément toujours les mêmes. Au niveau des espérances et des variances pour ces variables aléatoires Y et J, on récupère la moyenne théorique et la variance théorique de la population donnée par le premier indice I. Donc à ce niveau, on se retrouve avec des paramètres inconnus. Dans le cas des éponges, déjà, on a 8 paramètres inconnus, 4 moyennes de population et 4 variances de population, à chaque fois 4 valeurs inconnues.
Et dans le cas général, vous vous retrouvez ici avec 2 fois i, 2 i paramètres inconnus. Hein, dans le cas général, vous êtes en train de comparer grand I population, donc à chaque fois, chaque population donne 2 paramètres inconnus, la moyenne et la variance. Alors pour essayer de dissimuler en partie au moins certains de ces paramètres inconnus, on avait été amené au cours précédent à créer d'autres familles de variables aléatoires, la famille des epsilon ij et la famille des epsilon chapeau ij. Le système de double indice décrit toujours les mêmes ensembles d'entiers, 1, 2, 3 jusqu'à grand I pour le premier indice et 1, 2, 3 jusqu'à grand J pour le deuxième indice. Donc à chaque fois, vous vous retrouvez de nouveau avec une famille de n variables aléatoires. Donc dans le cas des éponges, 12 variables aléatoires au niveau des epsilon et 12 variables aléatoires au niveau des epsilon chapeau. Lors d'une première tentative, en définissant les variables epsilon, indice ij, on avait pu dissimuler les paramètres inconnus mu i parce que ces variables epsilon s'avéraient être d'espérance nulle. Donc il restait juste comme paramètres inconnus les variances, les sigma i carré. L'inconvénient, c'est que on n'a pas accès aux valeurs observées pour les variables epsilon ij parce que ces valeurs observées dépendent du nombre mu i qui est inconnu. On avait pu remédier à ce problème lors d'une seconde tentative en modifiant la définition des epsilon pour aboutir aux variables epsilon chapeau, indice ij. Donc l'idée, c'est de remplacer le nombre mu i inconnu par une variable grand y, i bar, donc qui est définie par une formule de moyenne. Dans le sigma, comme indice de sommation, j'ai pris la lettre K parce que la lettre J était déjà utilisée pour autre chose. Alors au niveau des valeurs observées, les variables aléatoires grand Y majuscule indice IK, elles prennent comme valeur observée eh bien justement les mesures expérimentales petit y IK. Donc avec ce symbole sigma, l'indice I est fixé. Vous sommez sur l'indice K, donc vous vous retrouvez avec une formule de moyenne sur la famille des nombres YIK avec I fixé, c'est-à-dire que cette variable grand Y indice I bar, sa valeur observée, c'est en fait la moyenne Y bar, indice I, la moyenne de l'échantillon numéro I qu'on connaît parfaitement. Donc là, toutes les valeurs numériques sont connues et ça explique pourquoi ces variables epsilon chapeau, elles prennent comme valeur observée, eh bien justement les résidus chapeau qu'on a pu calculer précédemment. J'ouvre une parenthèse pour rappeler quelques règles de calcul avec les espérances et variances. Lorsque vous avez l'espérance d'une somme de variables aléatoires ou plusieurs variables aléatoires, dans tous les cas, vous pouvez transformer ça en somme des espérances. Par contre, pour la variance, quand vous avez la variance d'une somme, mettons, de 2 variables aléatoires, pour la transformer en somme des 2 variances, vous pourrez le faire seulement si vos variables aléatoires sont indépendantes. Alors l'autre opération qu'on pratique très fréquemment, en plus de l'addition, c'est la multiplication par un nombre lambda. Donc quand vous avez une multiplication par lambda à l'intérieur de l'espérance, le facteur lambda, vous pouvez le faire sortir de l'espérance comme vous le feriez avec une intégrale. Par contre, quand vous travaillez avec une variance, si vous voulez faire sortir un nombre lambda, attention, il va sortir au carré. Alors il reste à vérifier pourquoi ces variables epsilon chapeau gardent une espérance égale à 0 comme les variables epsilon. Donc pour ça, on va être amené à calculer l'espérance de la variable y bar. C'est l'espérance d'une somme de variables aléatoires, donc ça sera la somme des espérances. Le paramètre insurgit sort de l'espérance et finalement vous vous retrouvez avec cette formule d'espérance. Maintenant, la variable y indice ik, son espérance c'est mu i. Donc dans la somme, vous êtes amené à additionner mu i plus mu i j fois. Donc la somme est égale à j fois mu i divisé par le j en facteur là devant. Vous récupérez la valeur mu i comme espérance pour la variable y bar, c'est-à-dire la même espérance que pour la variable yij. Donc en faisant la différence de ces deux espérances, vous trouvez bien ici une espérance nulle. Maintenant, pour expliquer la formule de variance, on va être amené à modifier légèrement la définition de la variable epsilon chapeau. Regardez y indice ij. En fait, elle intervient 2 fois cette variable. Donc une première fois ici dans le premier terme
de la formule. Et puis à l'intérieur du y bar, dans la somme, il y a aussi une fois la variable y indice ij qui apparaît, hein, parce que l'indice k, l'indice de sommation, il prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à grand J, donc chemin faisant, à un certain moment, il prend aussi la valeur J. Donc parmi toutes les variables dans cette somme, il y a aussi une fois la variable y ij, donc je vais la sortir de la somme et je vais la rapprocher, on va la rassembler avec l'autre variable y indice ij qui était donnée en tête de formule. Donc ça vous explique le terme ici en bas de l'écran. Donc vous avez 1 moins 1 sur j fois y ij. Donc si vous développez, vous avez y ij, le premier terme de la formule, et moins 1 sur j fois y ij. Ça, c'est le terme qui sort du symbole sigma. Et maintenant, dans ce symbole sigma, il y a un terme en moins. Vous continuez à sommer sur tous les entiers k, sauf la valeur j. Et par ailleurs, le facteur 1 sur j, vous pouvez le faire rentrer à l'intérieur du sigma. Aussi, le signe moins, vous pouvez aussi le faire rentrer à l'intérieur du sigma et le faire porter par le nombre 1 sur j. Voilà, donc maintenant pour obtenir la variance de epsilon chapeau, on se rend compte qu'on a affaire à une variance de somme de diverses variables aléatoires, et ces variables sont indépendantes, hein. Les indices sont tous différents, et l'indépendance, elle découle du fait qu'en prélevant vos individus, vous les choisissez indépendamment l'un de l'autre. Donc comme vous avez affaire à des variables indépendantes, vous aurez le droit de dire que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Donc déjà, vous aurez la variance pour le premier terme ici, hein, c'est-à-dire la variance de la variable aléatoire y ij multipliée par le nombre 1 moins 1 sur j. On a vu que si on veut faire sortir ce nombre 1 moins 1 sur j de la variance, eh bien, il faut le faire sortir au carré. Hein, donc la variance du premier terme ici, vous aurez le nombre 1 moins 1 sur j au carré fois la variance de y ij, c'est-à-dire sigma i carré ici. Pareil, hein, le terme qui est là, la variable aléatoire qui est là, sa variance, vous faites sortir le nombre moins 1 sur j au carré, et il vous reste dans la variance, il vous reste juste yik, et la variance de yik, ça n'est rien d'autre que sigma i carré. Donc maintenant, dans cette somme, qu'est-ce que vous avez? Vous additionnez sigma i carré plus i sigma i carré, tout le temps le même terme, hein, il ne dépend pas de l'indice k, donc c'est comme une constante. Voilà, vous avez ce nombre sigma i carré qui est additionné combien de fois? Combien il y a de termes dans cette somme? Donc au départ, on avait grand J termes dans cette somme, et puis on en a sorti un. Donc finalement, dans cette somme, il vous reste J-1 termes. Donc voilà la valeur de ce symbole sigma. Après, il faut diviser par J carré, un petit peu arranger les différents termes. Je vous laisse bidouiller ça pour contrôler si vous tombez bien à la fin sur la formule qui était annoncée ici. Pour terminer le chapitre 2, il reste à contrôler si on avait bien droit au test ANOVA et au test de Tukey qu'on a pratiqué lors des séances précédentes, parce que, en toute rigueur, on aurait dû au préalable effectuer un certain nombre de tests préliminaires, le test de Leven, le test de normalité et le test de Bartlett, que j'avais court-circuité dans un premier temps. Je les ai repoussés à plus tard parce que ces 3 tests sont un petit peu plus délicats, un peu plus techniques que le test ANOVA et le test de Tukey. Mais à partir de maintenant, il faudra bien respecter la chronologie de ce plan d'études et bien traiter les étapes 1, 2, 3, 4, 5 dans cet ordre bien précis. Quand vous regardez les sujets d'anal sur Moodle, ils respectent toujours cette chronologie dans l'ordre, et vous-même, quand vous rédigerez l'exercice 1 sur la feuille de TD numéro 2, l'exercice 3, l'exercice 4, il faudra bien suivre toutes ces étapes dans l'ordre. Alors le principe de ces 3 tests préliminaires est très simple. À chaque étape, que ce soit l'étape numéro 2, l'étape numéro 3 ou l'étape numéro 4, il faut à chaque étape pouvoir accepter l'hypothèse H0 pour avoir le droit de passer à l'étape suivante. Si sur l'un de ces tests, vous êtes amené à rejeter son hypothèse H0, eh bien c'est terminé, le processus s'arrête, vous n'avez pas accès aux étapes ultérieures, vous ne pouvez plus continuer. Donc si on veut pouvoir accéder au test ANOVA, il faut pouvoir accepter l'hypothèse H0 au niveau du test de Leven, du test de normalité et aussi du test de Bartlett. Le test de Leven n'est pas très exigeant, il demande seulement que le caractère Y suive une loi continue.
Il n'est pas nécessaire que ce soit une loi normale et ça tombe bien parce qu'au point où on en est, on ne sait pas encore si le caractère y va suivre une loi normale, hein. Le test de normalité, il viendra seulement à l'étape suivante. L'hypothèse H0 pour le test de Levene, c'est une hypothèse d'égalité des variances théoriques. On va tester si toutes les populations admettent la même variance théorique, hein. Donc grand I, je vous rappelle, c'est le nombre de populations qu'on est en train de comparer. Alors bien sûr, si on peut accepter H0, ça ne voudra pas dire que tous ces nombres sont exactement égaux. Bien sûr qu'il y aura des petites différences entre eux, mais ça signifie simplement que ces différences sont négligeables pour le seuil qu'on s'est donné, mettons le seuil 5%. Alors ici en L3, on ne vous demandera jamais de connaître les détails de la théorie pour le test de Levene, hein, quelle est la statistique de ce test, comment on construit un schéma de discussion, la valeur critique. Tout ça c'est totalement hors programme, hein. Vous verrez en TD, vous ferez simplement une manip Minitab qui vous affiche une p-valeur. Personne ne vous demandera de savoir calculer cette p-valeur et simplement il faut savoir lire sur cette p-valeur si vous pouvez valider l'hypothèse H0. Donc je vous rappelle que vous pouvez accepter une hypothèse H0 lorsque la p-valeur est supérieure au seuil alpha, mettons 5% que vous vous êtes donné. Comme ça, à partir de maintenant, vous pouvez considérer que toutes les populations ont la même variance. Donc on va noter sigma carré tout court, il n'y aura plus d'indice I, et ça sera très utile pour démarrer, c'est indispensable même pour pouvoir démarrer le test de normalité tout à l'heure. Donc si on fait maintenant le point au niveau des paramètres inconnus, déjà au niveau des moyennes théoriques, les mu I, les espérances à des variables aléatoires y, ij, donc ça vous faisait grand I paramètres inconnus, hein, il y avait une moyenne théorique pour chaque population. Je vous rappelle que grand I, c'est le nombre de populations que vous êtes en train de comparer. Vous vous retrouvez avec grand I moyenne théorique inconnue, et on avait aussi au départ grand I variance théorique inconnue, hein, les variances des différentes populations, ou encore les variances des variables aléatoires y, ij. Pour chaque valeur de l'indice petit i, vous avez une moyenne inconnue, une moyenne théorique inconnue et une variance théorique inconnue. Voilà, donc là, après le test de Levene, on a déjà fait un progrès. Alors bien sûr, il vous reste encore les moyennes théoriques inconnues, il y en a grand I, mais au niveau des variances théoriques, finalement, vous n'avez plus qu'une inconnue, le nombre sigma carré. Donc c'est déjà un progrès. Mettons au niveau des éponges, vous étiez parti de 8 paramètres inconnus et là vous vous retrouvez avec 5 paramètres inconnus. Alors on avait vu une petite astuce pour faire disparaître, pour cacher les moyennes théoriques, les mu-i. Hein, c'était une petite astuce qui faisait intervenir, mettons les variables epsilon, ij, chapeau, donc qui affichaient comme valeur observée les résidus qu'on a déjà su calculer. Et ces variables aléatoires epsilon, chapeau, on avait vu que leur variance était donnée par sigma i carré, variance de y et j, multipliée par un terme correctif j-1 sur j. Alors maintenant, grâce au test de Levene, on peut simplifier en laissant tomber tous ces indices i. Voilà, donc ces variables epsilon, chapeau et j auront toutes la même variance, j-1 sur j multiplié par sigma carré. Et on va noter cette formule taux carré dans la suite pour alléger les notations. Donc là, qu'est-ce qui nous reste comme paramètres inconnus? Les moyennes théoriques ont complètement disparu du paysage. Il vous reste juste un paramètre inconnu, sigma carré ou taux carré. Voilà, donc on est passé, si vous voulez, dans le cas des éponges, de 8 paramètres inconnus à un seul paramètre inconnu, sigma carré. Et même celui-là, on peut le faire disparaître si on travaille avec les variables z, ij, donc donné par les variables epsilon, chapeau divisé par l'écart type taux. Alors là, au niveau des espérances et des variances, vous les connaissez toutes. Il n'y a plus de mu i, il n'y a plus de sigma i carré, rien que l'espérance 0 et la variance 1. Et tout à l'heure, dans le cadre du test de normalité, ça nous permettra de faire sortir la loi normale centrée réduite, ce qui simplifiera bien la situation. Alors si au niveau du test de Levene, on avait été amené à rejeter l'hypothèse H0, alors là, ça bloque toute la suite du processus. On n'aurait pas eu le droit de démarrer le test de normalité, on n'aurait pas droit au test de Bartlett ni au test ANOVA, hein. Donc c'est vraiment essentiel ici au niveau du test de Levene d'avoir pu valider l'hypothèse H0 pour pouvoir passer à l'étape suivante, le test de normalité, qui va étudier si le caractère Y suit une loi normale dans toutes les populations.
Alors attention, je suis pas en train de dire à ce niveau que le caractère Y, il suit une seule et unique loi normale valable dans toutes les populations. Hein, c'est simplement, à ce stade, à l'intérieur de chaque population prise séparément, il faut qu'on ait une loi normale à l'intérieur de chaque population. Maintenant, en jouant sur les paramètres de ces lois normales, on peut se retrouver avec des lois différentes d'une population à l'autre, hein. D'ailleurs, vous constatez que j'ai pris en compte cette possibilité là au niveau des notations L indice I, hein, pour désigner la loi du caractère Y dans la population numéro I, hein. Vous voyez bien qu'en jouant sur l'indice, on peut se retrouver avec des lois différentes d'une population à l'autre. Dans la littérature, en statistique, il existe différents tests de normalité. Le test qu'on va étudier ici, c'est le test de Shapiro-Francia, donc qui fonctionne avec la table de Shapiro-Francia que vous avez à la fin de votre polycope, hein. Au démarrage du test de normalité, comme pour tous les autres tests, il faut commencer par formuler proprement l'hypothèse H0. Et ici, on aura des formulations différentes selon les variables aléatoires avec lesquelles on choisit de travailler. Dans un premier temps, on pourrait décider de travailler avec les YIJ, les copies du caractère Y, hein. Donc là, vous avez un paquet de n variables aléatoires, 12 variables aléatoires dans l'exemple des éponges. Et dans ce cas, l'hypothèse H0 affirme que toutes ces n variables aléatoires suivent toutes une loi normale. Alors une loi normale, vous savez qu'il y a deux paramètres, hein. Le premier paramètre, c'est l'espérance de votre variable aléatoire. Donc on sait que l'espérance de YIJ, c'est mu i. Et le deuxième paramètre, c'est sa variance sigma i carré. Alors grâce au test de Leven à l'étape précédente, on peut simplifier au niveau des variances, hein. On sait qu'on peut laisser tomber l'indice i et que toutes les variables YIJ auront toutes la même variance sigma carré. L'inconvénient, c'est qu'on garde encore les paramètres mu i inconnus au niveau de l'espérance. Alors, pour remédier à ce problème, on pourrait choisir de travailler, mettons, avec les variables aléatoires epsilon ij. Et alors, l'hypothèse H0 consiste à affirmer que ces variables epsilon ij suivent toutes la loi normale de paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est quoi? C'est l'espérance des epsilon ij, c'est-à-dire 0. Et le deuxième paramètre, la variance. On avait vu que les epsilon ij et les yij ont la même variance. Le problème avec les epsilon ij, c'est on n'a pas accès à leur valeur observée. Donc pour ça, on les avait légèrement modifiées pour faire apparaître les epsilon chapeau ij, hein. Leurs valeurs observées, on les connaît très bien, c'est les résidus. Et si on choisit de travailler avec les variables epsilon chapeau, l'hypothèse H0 consiste à affirmer que toutes ces fonctions, là encore on a un paquet de n variables aléatoires, donc l'hypothèse H0 affirmera que toutes ces n variables aléatoires suivent une loi normale. Et là, les paramètres, bon alors pour l'espérance, on sait que les epsilon chapeau sont d'espérance nulle, voilà le premier paramètre, et le deuxième paramètre de la loi normale, la variance des epsilon chapeau, on l'a signalé tout à l'heure, on la note tau carré. Et on peut encore améliorer en travaillant plutôt avec les variables ZIJ qu'on a définies précédemment. Et dans ce cas, l'hypothèse H0 du test de normalité revient à dire que toutes ces fonctions, toutes ces variables aléatoires ZIJ, donc là encore on a un paquet de n variables aléatoires, donc l'hypothèse H0 affirmera que toutes ces variables aléatoires suivent une loi normale avec cette fois-ci des paramètres 0 et 1, une loi normale centrée réduite. Et là, on a fait vraiment un progrès gigantesque parce que ça nous permettra de travailler avec la table de loi normale que vous avez dans votre polycope, la table numéro 1. Alors justement, souvenez-vous, au TD numéro 3, on avait fait pas mal de révisions sur la loi normale et on avait appris à exploiter cette table numéro 1. Donc ça va resservir ici pour les variables ZIJ. Donc on sera amené à lire des probas cumulés ou à faire des lectures inverses à partir de cette table. Pour le test de Shapiro-Francia, le schéma de discussion a une structure originale qu'on n'avait pas encore rencontrée. C'est dû au fait que la statistique de Shapiro-Francia, une variable aléatoire que je note grand R, cette variable grand R est à valeur exclusivement dans l'intervalle entre -1 et +1.
ne peut prendre aucune valeur à l'extérieur, aucune valeur supérieure à 1, aucune valeur inférieure à -1. Donc sur le schéma de discussion, quand on commence par représenter, toutes les valeurs possibles pour la statistique, on a seulement l'intervalle de -1 à 1 et ça effectivement, c'est une différence notable par rapport au schéma de discussion qu'on avait rencontré pour les autres tests précédemment. Pour le test ANOVA, pour le test de Tukey, on avait une statistique à valeur dans l'intervalle, 0 à plus l'infini. Pour le test de Dunet, la statistique, l'ensemble de toutes ces valeurs possibles, c'était carrément tout l'axe réel, en entier depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ici, pour le test de Shapiro-Francia, la l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour, notre statistique, c'est juste l'intervalle de -1 à 1. Ça s'explique par le fait que les valeurs, observées, affichées par cette statistique grand R, ce sont des coefficients de corrélation linéaire. Alors cette notion de coefficient de corrélation linéaire, c'est une notion qui va être, très, très importante, carrément cruciale dans le chapitre 4 qu'on va démarrer bientôt. Donc je vais ouvrir une parenthèse sur cette notion, parce que le plus tôt vous assimilez cette notion, le mieux ça vaut. Donc c'est une notion qui apparaît, chaque fois que vous êtes amené à dessiner dans le plan un nuage de points. Voilà, comme ici, hein, vous avez des points dessinés en bleu. Donc, l'ensemble, ça forme un nuage de points. Là, vous avez 3 configurations, différentes qui sont présentées. Donc là, dans l'exemple, des éponges, on aura un point pour chaque individu, donc on se retrouvera avec un nuage de 12 points. Bon, maintenant, comment construire ce nuage de points? C'est quoi les coordonnées de ces points? Il faudra, expliquer davantage tout à l'heure. Bon, je peux déjà vous dire que les abscisses des points, ça sera les résidus. Bon, mais les ordonnées, on n'a pas encore expliqué comment les calculer, on fera ça tout à l'heure. Voilà, donc vous avez différentes configurations de nuages. Vous avez des nuages là qui peuvent s'étirer, là qui se regroupent, le long d'une droite. Donc là, on dit qu'on a une situation qui se rapproche de l'alignement. Et puis vous avez des nuages de points où les points sont vraiment, en vrac, en tas. Vous ne voyez pas se dessiner, se profiler une direction de droite sur ce schéma. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour n'importe quel nuage de points, quelle que soit sa configuration, on peut toujours lui attacher un nombre qu'on appelle le coefficient de corrélation, linéaire et qui est noté par un petit r. Alors comment calculer ce coefficient de corrélation linéaire? Il faudra l'expliquer plus tard, hein. Et ce nombre est toujours obligatoirement compris entre +1 et -1. Ça, c'est quelque chose à retenir, dès maintenant, ça doit être un réflexe pour vous. Quand vous trouvez un coefficient de corrélation linéaire, supérieur à +1 ou inférieur à -1, et ben, c'est impossible. Ça signifie que vous avez fait une erreur dans vos calculs et qu'il faut, tout recommencer. Donc un coefficient de corrélation linéaire est toujours compris entre +1 et -1. Bon là, sur, cette image, les notations x, y sont tout à fait, quelconques, hein, ça n'a rien à voir avec le facteur x ou le caractère y. J'ai juste repris les notations classiques pour désigner, l'abscisse, x et l'ordonnée y, hein. Ça ne joue pas le même rôle que les lettres x, y dans notre chapitre, ANOVA. Donc le coefficient de corrélation linéaire, toujours à valeur entre -1 et 1 et justement les valeurs extrêmes, du côté de +1 ou -1, eh bien ça signale des situations où les points sont à peu près alignés le long d'une droite. Quand, votre coefficient de corrélation linéaire est proche de +1, il s'agit d'une droite montante avec une pente B positive et avec, un coefficient de corrélation linéaire proche de -1, il s'agit d'un alignement le long d'une droite descendante avec une pente négative. Bon, par contre, quand le nuage de points est tout à fait quelconque, sans aucune direction d'alignement, et bien là, vous avez votre coefficient de corrélation linéaire toujours compris entre -1 et 1, mais loin des extrémités, plutôt voisin du centre de l'intervalle 0. Alors maintenant, dans le cas de notre problème, de normalité avec le test de Shapiro-Francia, il faudra expliquer pourquoi, parmi tous les nuages de points, possibles et imaginables, ceux qui sont compatibles avec l'hypothèse A0, l'hypothèse, de normalité, eh bien c'est justement les nuages de points avec un alignement autour d'une droite montante. La pente B, elle sera reliée à l'écart type taux qu'on avait rencontré précédemment. On va voir les formules dans un instant. Ça vous explique pourquoi les bonnes valeurs, les valeurs compatibles avec l'hypothèse H0 se situent au voisinage de 1 sur notre schéma de discussion.
Alors pour compléter, totalement notre schéma de discussion, maintenant il faut identifier la valeur frontière, la valeur critique et pour ça, vous avez le renseignement que la statistique grande R, elle suit comme loi, et bien justement la loi de Shapiro-Francia. Donc vous irez lire la valeur critique dans la table 2 à la fin de votre polycope. Donc sur la première ligne, c'est là que vous placez votre seuil alpha. Donc mettons qu'on travaille avec le seuil 5%, donc ça nous sélectionne une colonne. Il faut reporter l'effectif total n. Donc dans l'exemple des éponges, on a n égale 12. Voilà, donc ça nous dit qu'il faut rester sur cette ligne ici. Et vous obtenez ainsi la valeur critique 0,9261. On peut maintenant compléter sur notre schéma de discussion. On a la valeur critique égale à 0,9261. Voilà, donc un schéma de discussion valable pour toutes les situations où vous avez un effectif total égal à 12 et un seuil alpha 5%. Donc maintenant, il faut voir dans notre cas particulier, sur notre expérience particulière, comment construire le nuage de points. Hein, quelles sont les coordonnées de ces points? On sait qu'on a un point par individu. Les abscisses de ces points, ça va être les résidus, mais les ordonnées, on les calcule comment? Donc ça, c'est un premier travail à accomplir. Ensuite, comment calculer le coefficient de corrélation linéaire associé à ce nuage de points? Et surtout, il faudra expliquer pourquoi notre problème de probabilité, hein, la caractérisation d'une loi normale, c'est un problème de probabilité, comment on arrive à le transformer en un problème de géométrie, où on regarde un nuage de points pour voir s'ils sont à peu près alignés. Pourquoi la situation où les points sont alignés, pourquoi cette situation coïncide avec les situations où on peut accepter l'hypothèse H0. On va apprendre maintenant à construire le grand tableau qui est présenté dans votre polycope à la page 21. C'est lui qui va nous permettre de construire le nuage de points. On connaît déjà les abscisses de ces points, c'est les résidus, et les ordonnées apparaîtront justement dans la dernière colonne de ce tableau. Alors ce tableau apparaît divisé en deux par une double barre verticale et déjà toute la partie à gauche de cette double barre, toute la partie à gauche est déjà connue, hein. Vous avez la colonne avec les Y et J empilées, là où vous avez superposé vos échantillons. Et puis à côté, la colonne des résidus, on l'a obtenue tout à l'heure. Donc maintenant, les nouvelles colonnes qu'il s'agit de remplir, c'est les colonnes à droite de la double barre. La première colonne est facile à obtenir, il suffit de prendre vos résidus qui apparaissaient ici en vrac dans le désordre et vous allez les classer par ordre croissant dans cette nouvelle colonne. Vous reconnaissez la notation avec les parenthèses autour des indices, on en avait parlé à l'occasion du test de Tukey. Donc c'est une convention assez classique en statistique quand il y a eu un reclassement sur des données, qu'on les a ordonnées par ordre croissant, on le signale au niveau des indices en rajoutant des parenthèses autour des indices. La deuxième colonne, elle aussi, est facile à obtenir. Il s'agit de numéroter vos résidus par ordre croissant, c'est la notion de rang, et ça se passe comme on avait l'habitude de le faire dans un contexte de test de Wilcoxon ou test de Mann-Whitney. Et ici, comme vous avez au préalable classé par ordre croissant vos résidus, ça vous permet de numéroter plus facilement. Donc s'il y a des ex-aequo, vous avez la notion de rang moyen, mais tout ça, on en a parlé au premier chapitre. Vous n'êtes pas dépaysé. Ensuite, on va pouvoir commencer à calculer des probabilités cumulées ou fréquences cumulées, c'est synonyme. Alors la motivation, eh bien, c'est qu'on veut finir par se rattacher à la loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser la table numéro 1 dans votre polycope. Simplement, cette table, hein, vous vous souvenez que les probabilités qu'elle présente, c'est toujours des probabilités cumulées ou fonction de répartition, c'est synonyme. C'est toujours des probabilités cumulées. Donc, dès le départ, il faut travailler avec des probabilités cumulées, même lorsqu'on n'est pas encore sûr d'avoir déjà une loi normale. Alors on va calculer des probabilités cumulées pour les variables epsilon chapeau indice IJ. Bon, j'aurais dû noter les indices I et J, mais c'est tellement lourd et difficile d'écrire là avec le curseur, donc j'ai laissé tomber. Bon, vous retenez qu'il s'agit d'une variable aléatoire prise dans la famille des epsilon chapeau, hein, c'est-à-dire les variables aléatoires qui affichent les résidus comme valeur observée.
Et une probabilité cumulée, vous vous souvenez que c'est la probabilité d'un événement du style une variable aléatoire plus petite qu'un certain nombre, là, et en injectant ici différentes valeurs, on arrive comme ça à décrire la fonction de répartition de la variable aléatoire qui nous intéresse. Par exemple, la valeur qui apparaissait ici sur la quatrième ligne, le résidu égale à moins 1,333 et on va calculer la probabilité que la variable aléatoire epsilon chapeau prenne une valeur inférieure ou égale à moins 1,333. Les variables aléatoires epsilon chapeau affichent les résidus comme valeur observée. Donc écrire epsilon chapeau inférieur ou égal à moins 1,333, ça représente l'événement obtenir un résidu inférieur ou égal à moins 1,333. Alors en raisonnant à l'échelle de notre échantillon, on a seulement 12 résidus qui se sont présentés. La probabilité d'obtenir un résidu inférieur ou égal à moins 1,333 ne va pas être très difficile à évaluer. On voit explicitement quels sont les résidus inférieurs ou égaux à moins 1,333, d'où l'avantage de les avoir classés par ordre croissant. Hein, on voit qu'il y en a exactement 4 qui répondent à la condition posée. Donc sur l'ensemble des 12 résidus, il y a 4 résidus qui conviennent. Donc la probabilité pour notre événement, ça va être 4/12. Voilà, et on constate que le numérateur 4, ça correspond exactement au rang RIJ, ici, hein, sur la même ligne, à côté de moins 1,333, dans la colonne des rangs RIJ. Donc si on veut généraliser maintenant cette formule, en inscrivant à la place de moins 1,333 n'importe quel autre résidu, il faudra remplacer le 4 du numérateur par RIJ. Et on peut généraliser encore plus en passant tout de suite à la situation d'un échantillon de taille n quelconque. La probabilité que la variable epsilon chapeau prenne une valeur plus petite, donc ici plus petite qu'un certain résidu, hein, ici il faudrait indiquer la valeur d'un résidu qui est apparu dans votre expérience, eh bien cette probabilité, quand on raisonne à l'échelle de l'échantillon, ça se présente comme la fraction rationnelle en bleu, donc le rang correspondant à ce résidu dans la colonne des résidus classés, le rang RIJ divisé par l'effectif total n. Pour obtenir cette formule de probabilité cumulée, on a fait semblant comme si la variable aléatoire epsilon chapeau suivait une loi discrète. Donc, quand on travaille à l'échelle de l'échantillon, on n'a pas tellement le choix, on n'a qu'un nombre fini de valeurs numériques à notre disposition, donc c'est typiquement une situation de loi discrète, hein, une variable aléatoire qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs, c'est un exemple de loi discrète. Seulement, quand on voudra traduire l'hypothèse H0 et prendre en compte que la vraie loi de epsilon chapeau, c'est une loi normale, alors on devra prendre conscience que la loi discrète qui nous avait servi dans un premier temps, c'est seulement une approximation de la réalité pour cette variable epsilon chapeau. Donc on a d'une part une loi discrète, d'autre part une loi normale, qui apparaissent toutes les deux comme une approximation l'une de l'autre. Et comme toujours, quand on pratique une approximation par la loi normale, comme toujours quand on remplace une loi discrète par une loi continue, il y a toujours des termes correctifs. Alors les termes correctifs, au dénominateur, il faudra rajouter plus 0,25 et au numérateur, il faudra retrancher moins 0,375. Alors ces coefficients-là, ils ont été ajustés par Shapiro et Francia pour leur test de normalité. Bien sûr que pour un autre test de normalité, on aurait d'autres coefficients, d'autres termes correctifs, mais on va garder ces coefficients-là justement pour rester en cohérence avec la table de Shapiro-Francia qui nous a permis d'obtenir la valeur critique juste avant. Voilà, donc avec cette formule, cette fraction rationnelle, vous obtenez toutes les fréquences cumulées, corrigées dans dans la troisième colonne ici, hein. Voilà, ces fréquences sont notées petit f, indicées hein, pour indiquer qu'il y a eu un terme correctif, et puis les deux indices I et J
Et à ce niveau-là, on n'a pas une vraie égalité, hein, puisque les considérations qu'on a effectuées sur l'échantillon, c'était des approximations, hein. Donc ici, vous avez juste une égalité approximative. On va expliquer dans un instant comment construire la dernière colonne, la colonne des nombres ZIJ qu'on appelle les scores. Donc admettons pour l'instant qu'on les ait déjà calculés et on va voir comment utiliser cette dernière colonne pour pouvoir construire notre nuage de points. Alors on connaîtra complètement les coordonnées de tous nos points. Les abscisses, il faudra aller les chercher ici dans la colonne des résidus classés et les ordonnées de ces points, ça sera justement les scores normaux qui vont apparaître dans la dernière colonne, les nombres ZIJ. Donc ce tableau, il présente une ligne par individu, donc chaque ligne du tableau va donner naissance à un point dans le nuage de points. Mettons le point numéro 11, ici sur la 11e ligne. Vous allez lire son abscisse ici, l'abscisse 1,667 dans la colonne des résidus classés, et son ordonnée, vous l'aurez là dans la dernière colonne, 0,981, le score correspondant sur cette ligne. Voilà, donc il faut juste faire bien attention pour l'abscisse de bien prendre la valeur affichée dans la colonne des résidus classés et pas dans la colonne des résidus. D'ailleurs, on va détruire cette colonne, là, toute la partie du tableau à gauche de la double barre, elle ne sert plus à rien. Alors comment construire maintenant la dernière colonne du tableau avec ces nombres ZIJ? Alors on va se souvenir qu'on a à notre disposition diverses familles de variables aléatoires. Bon d'accord, on a la famille des epsilon chapeau IJ qui donne les résidus, mais on a aussi créé une autre famille de variables aléatoires, les ZIJ, hein, qui sont d'espérance nulle et de variance 1, des variables centrées et réduites. Elles se déduisent des epsilon chapeau en divisant par taux. Et sous l'hypothèse H0, on peut justement considérer que ces variables ZIJ suivent la loi normale centrée réduite, exactement la loi qui a permis de construire la table numéro 1 à la fin de votre polycope. Donc on va pouvoir transformer notre probabilité en divisant à l'intérieur de cette probabilité, en divisant les deux termes de part et d'autre de l'inégalité, on va tous les deux les diviser par le nombre taux, l'écart type, qui avait permis de déduire les variables aléatoires Z, IJ à partir des epsilon chapeau IJ. Voilà, donc là, je devrais noter une variable aléatoire Z indice IJ. Je laisse tomber les deux indices, c'est vraiment trop lourd à noter quand on écrit avec le curseur. Alors avec un zoom, c'est peut-être plus lisible quand même. Donc voilà la nouvelle expression de notre probabilité cumulée avec une variable aléatoire Z de loi normale centrée réduite et dans le majorant, ici le résidu, E chapeau IJ entre parenthèses, autour des indices, hein, donc on a affaire à un résidu classé, divisé par taux, l'écart type. Cette probabilité cumulée est approximativement égale aux fréquences petit f qu'on avait calculées précédemment. Et justement, grâce à des lectures dans la table de la loi normale centrée réduite, on pourra écrire ces fréquences sous la forme probabilité de Z inférieure ou égale à un certain nombre petit z ij, et ces nombres zij seront justement les scores recherchés dans la dernière colonne. Alors ici, dans la dernière colonne, vous avez des valeurs exactes qui ont été calculées par Minitab, mais même sans Minitab, vous pouvez, à l'aide de la table de loi normale qu'on a appris à utiliser au TD3, vous pouvez obtenir vos scores. Bon, ils sont peut-être pas tout à fait aussi précis, hein, parce qu'avec la table de loi normale, on arrive à trouver des abscisses Z ici seulement avec 2 décimales, mais faites l'exercice d'obtenir vos scores avec simplement la table de loi normale. Par exemple, pour cette fréquence 0,663 qui apparaît ici dans votre tableau, entraînez-vous avec la table de loi normale à obtenir le score
le score ZIJ correspondant. Vous savez comment faire, on avait révisé au TD3 comment procéder, hein. Il s'agit de placer votre probabilité 0,663 là dans le tableau. Alors bien sûr, vous ne trouvez pas la valeur exacte, mais vous pouvez faire un encadrement ici entre 0,662 et 0,666. D'accord? Donc au niveau de l'abscisse, avec 2 décimales, vous voyez que vous êtes situé entre 0,42 et 0,43. Alors voyons ce que ça donne avec le résultat exact donné par Minitab. Et bien effectivement, hein, la vraie valeur c'est 0,421. Ça confirme, on est bien situé entre 0,42 et 0,43. Bien sûr, un jour d'examen, on vous demandera jamais de calculer 12 scores ZIJ, mais en calculer un ou deux, regardez les sujets d'anal sur Moodle, ça effectivement, on peut vous le demander, et rien qu'avec la table de loi normale, c'est tout à fait faisable, c'est un exercice classique. Alors maintenant, il reste à comprendre pourquoi l'hypothèse H0, l'hypothèse de normalité pour les variables aléatoires epsilon chapeau IJ, ou bien la normalité pour les variables ZIJ, hein, pourquoi cette hypothèse de normalité entraîne un alignement des points à l'intérieur du nuage de points qu'on vient de construire. Les formules que nous avons écrites forment une chaîne d'égalité, égalité exacte ou égalité approximative, et aux deux extrémités de cette chaîne, vous avez deux fonctions de répartition pour la même variable aléatoire z. Et quand vous avez deux probabilités cumulées qui coïncident approximativement, eh bien ça signifie que les nombres qui apparaissent ici en majorant, ces deux nombres, eh bien eux aussi, ils vont coïncider approximativement. Non, on a approximativement les ZIJ égaux au quotient des résidus divisé par taux. Donc on a construit un nuage de points avec en abscisse les résidus et en ordonnée les scores ZIJ. Donc c'est maintenant, on considère la droite de pente 1 sur taux. On est en train de dire que ces points sont à peu près situés sur cette droite. Ils sont très proches de cette droite. Et comme cette droite a une pente strictement positive, hein, un écart type, taux, c'est toujours positif, eh bien, on avait vu que ça correspond à un coefficient de corrélation linéaire proche de 1. C'est à cause de cela que dans le test de Shapiro-Francia, la zone d'acceptation se situe au voisinage de 1. Pour le calcul du coefficient de corrélation linéaire, vous aurez au chapitre 4 une formule plus générale. Ici, dans le cas particulier du test de Shapiro-Francia, vous avez une formule simplifiée et on va voir comment la mettre en œuvre. Donc je vous rappelle que ce coefficient de corrélation linéaire, c'est lui qui va jouer le rôle de valeur observée pour la statistique grand R de notre test de Shapiro-Francia. Alors pour calculer ce coefficient de corrélation linéaire, au dénominateur, vous aurez besoin de l'écart type de la colonne calculé sur la colonne des résidus, par exemple les résidus classés. Et vous aurez besoin aussi de l'écart type calculé sur la colonne des scores ZIJ, la dernière colonne que vous ayez construite dans le grand tableau de la page 21. Alors par exemple, si vous travaillez avec Minitab et que vous lui demandez de calculer l'écart type pour chacune de ces deux colonnes, il va vous donner l'écart type corrigé. Alors ensuite, il faudra multiplier par n-1 avec n, l'effectif total. Si par contre vous préférez travailler avec les écarts types naturels, bon, vous pouvez aussi, simplement là, au dénominateur, il faudra multiplier par n. En tout cas, quel que soit votre choix au niveau des écarts types au dénominateur, le numérateur aura toujours la même expression. Il se présente comme une somme de n termes, un terme pour chaque individu. En fait, pour chaque point, à l'intérieur du nuage de points, vous faites le produit entre son abscisse et son ordonnée. Donc vous avez intérêt, dans le grand tableau à la page 21, vous avez intérêt à rajouter une colonne, justement pour stocker ces produits. Donc sur chaque ligne, mettons ici la ligne numéro 2, vous allez faire la multiplication entre le résidu classé
l'abscisse du point dans le nuage de points, et cette abscisse, vous allez la multiplier par l'ordonnée, le score ZIJ, et vous stockez le résultat ici. Donc dans cette colonne supplémentaire, vous allez avoir apparaître n termes, n produits, et il faudra tous les additionner pour obtenir le symbole sigma qui apparaît ici au numérateur. Voilà, donc je vous laisse regarder ce que ça donne numériquement sur notre exemple avec les 12 éponges, et vous avez dans votre polycope tout ce qu'il faut pour vous corriger. Donc contrôlez si vous trouvez bien la valeur 0,985 pour ce coefficient de corrélation linéaire, qui sert aussi de valeur observée pour la statistique du test de Shapiro-Francia. Et justement, cette valeur observée, elle va s'avérer supérieure à la valeur critique, c'est-à-dire qu'on tombe en zone d'acceptation pour l'hypothèse H0 du test de Shapiro-Francia. Alors dans notre cahier des charges, voyons un peu où on en est. Le calcul des résidus, c'est bon, le test de Leven, c'est bon, le test de normalité, c'est bon. Donc on va pouvoir maintenant commencer le test de Bartlett. Alors vous voyez l'importance d'avoir pu valider l'hypothèse H0 dans le test de normalité. Imaginez qu'ici, au niveau du test de normalité, on ait dû rejeter l'hypothèse H0. Eh bien, le processus s'arrête là, on n'aurait pas droit au test de Bartlett et encore moins au test ANOVA. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir pu accepter l'hypothèse H0 au niveau du test de Leven, au niveau du test de normalité. Et si on arrive aussi à accepter l'hypothèse H0 du test de Bartlett, là c'est bon, on aura enfin contrôlé qu'on avait bien le droit de faire le test ANOVA et le test de Tukey aux précédentes séances. Alors le test de Bartlett, son hypothèse H0, c'est de nouveau une hypothèse d'égalité des variances théoriques. La même hypothèse H0 que pour le test de Leven, donc ça a l'air surprenant de recommencer le travail alors qu'on l'avait déjà testé à l'étape numéro 2. Alors l'explication, c'est que le test de Bartlett, il est plus fort, plus fiable que le test de Leven. Je veux dire que le risque d'erreur quand vous acceptez H0, le risque d'erreur de deuxième espèce, il est plus faible pour le test de Bartlett que pour le test de Leven. Donc si on arrive à accepter H0 au niveau du test de Bartlett, on pourra faire confiance à cette affirmation d'égalité des variances théoriques, on pourra lui faire confiance plus que pour le test de Leven. Mais le test de Bartlett, on n'aurait pas pu le faire plus tôt, hein, on n'aurait pas pu le faire à l'étape numéro 2 en remplacement du test de Leven. Parce que le test de Bartlett, pour démarrer, il a besoin déjà de savoir que le caractère Y suit une loi normale. Et à l'étape numéro 2, évidemment, on ne le savait pas. On ne le savait pas encore et par contre, le test de Leven, lui, pouvait fonctionner puisqu'il demande seulement que le caractère suive une loi continue. La statistique du test de Bartlett, c'est une variable aléatoire qu'on va noter grand B, qui est à valeur positive. On expliquera tout à l'heure pourquoi les bonnes valeurs, la zone d'acceptation se situe ici, du côté de 0. Il faut bien sûr déterminer la valeur critique, la frontière entre la zone d'acceptation et la zone de rejet. Et pour ça, vous avez un renseignement sur la loi de cette variable aléatoire grand B. Elle suit une loi du qui 2. Vous l'avez rencontrée dans votre programme de statistique en deuxième année. Vous savez que c'est une loi qui dépend d'un paramètre. Et ici, il faudra prendre comme paramètre I-1. Donc I, c'est le nombre de populations qu'on est en train de comparer. C'est le nombre de variances théoriques qui sont évoquées dans l'hypothèse H0 du test de Bartlett. Donc dans le cas des éponges, vous avez grand I égale 4, donc un paramètre 3. Cette valeur critique, on va pouvoir la lire dans la table du Qui2 que vous avez à la fin de votre polycope, la table 3. Alors sur la première ligne, vous placez votre seuil alpha. Bon, mettons qu'on travaille au seuil 5%. Donc on va se concentrer sur cette colonne. Et sur la première colonne, là, vous placez le paramètre, le degré de liberté. Et donc on vient de voir que dans l'exemple des éponges, on a un degré de liberté égal à 3. Voilà, donc comme ça, vous trouvez une valeur critique égale à 7,815. Voilà, donc maintenant votre schéma de discussion est parfaitement connu. Voilà, la valeur critique va être donc égale à 7,815.
Donc maintenant, il faut sur notre exemple particulier, sur notre expérience particulière, il faut qu'on détermine la valeur observée prise par cette statistique grand B en espérant qu'elle tombe dans la zone d'acceptation. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas droit au test ANOVA. Vous vous souvenez des conventions en statistique? On réserve les lettres majuscules pour désigner les variables aléatoires, c'est-à-dire des fonctions qui peuvent prendre une infinité de valeurs différentes, et on réserve les lettres minuscules pour désigner des nombres, des valeurs particulières qui ont été observées dans un cas particulier. Alors parfois, les valeurs observées, malgré tout, sont notées avec des lettres majuscules, mais alors il faut indiquer en indice OBS, hein, comme abréviation de observé, pour bien faire la différence entre la variable aléatoire, la fonction en général, avec la lettre majuscule toute seule, et la valeur très particulière observée sur votre expérience. Alors, on va voir dans un instant la formule permettant de calculer cette valeur observée petit b. Elle est dans le polycope, cette formule. On aura besoin des variances d'échantillons, hein, pour les différents indices I, 1, 2, 3 jusqu'à grand I. Et là, on aura besoin des variances corrigées. Alors, c'est vrai qu'au cours numéro 4, quand on avait calculé les variances d'échantillons, on avait calculé plutôt les variances naturelles ou variances empiriques. Voilà, on les avait ici. Là, il s'agissait des variances non corrigées. Là maintenant, pour le test de Bartlett, il vous faudra impérativement les variances corrigées, donc soit vous les calculez avec Minitab, en fournissant à Minitab vos échantillons, ou bien partant des variances naturelles, variances empiriques non corrigées, révisez les formules que je vous avais données au cours numéro 4, et vous verrez que partant des variances naturelles, si vous multipliez par J et divisez par J-1, vous allez retomber sur la formule de variance corrigée. Vous aurez aussi besoin de la variance résiduelle, donc là vous allez la rechercher dans le tableau ANOVA qu'on avait dressé au cours numéro 4. Ou bien sinon, vous pouvez la récupérer directement à partir des variances d'échantillons, variances corrigées. Hein, je vous rappelle que la variance résiduelle, en fait, c'est la moyenne des variances d'échantillons, à condition de travailler avec les variances corrigées. Donc ça peut faire une méthode directe pour récupérer la variance résiduelle sans passer tout d'abord par la variation résiduelle comme on l'avait fait au cours numéro 4. Et puis bien sûr, vous aurez besoin toujours des paramètres I, J et N. La formule qui vous permettra de calculer la valeur observée petit b, et apparaître les paramètres n, i, la variance résiduelle ici, les variances corrigées des échantillons là. Toutes ces variances, on leur a appliqué le logarithme népérien. Devant le crochet, vous avez une constante qu'il faut calculer avec la formule donnée là. Alors tout ce qui complique toutes ces formules, c'est le fait que dans le polycope, ils ont voulu être vraiment très très général, et ils ont donné l'énoncé dans le cadre le plus quelconque. Donc, pour que vous puissiez aussi le mettre en œuvre dans une situation où vous auriez par exemple des échantillons qui n'ont pas tous la même taille. Hein, vous voyez partout dans les formules, c'est NI, hein, donc NI c'est l'effectif de l'échantillon numéro I. Il prévoit déjà les formules dans le cas où les échantillons seraient de taille inégale. Bon, mais pour traiter les exercices que vous avez sur votre fiche de TD numéro 2, hein, vous savez que là, que tous les échantillons ils ont la même taille grand J. D'accord? Donc essayez d'injecter dans toutes ces formules grand J à la place de NI partout où il intervient, et vous allez voir sortir des simplifications vraiment très intéressantes, hein. Par exemple, la constante C1, là, avec sa formule très compliquée. Dans le cas particulier où tous les NI sont égaux à une seule et même J, eh ben la constante, elle se simplifie considérablement. Ça, c'est la constante. Il faudra mettre en facteur ici devant le crochet, donc vous la calculez à part. Dans le cas des éponges, hein, vous avez les corrections dans votre polycope. Dans le cas des éponges, pour la constante, vous devez trouver 1,208. Hein, je vous laisse contrôler si vous tombez bien sur cette valeur. Hein. Donc vous commencez par calculer cette constante C1, vous la gardez en stock. Et ensuite, donc, il faudra injecter son inverse en facteur devant le grand crochet. Et ce grand crochet, lui aussi, on peut le simplifier dans le cas où tous les échantillons ont la même taille J. Voilà, vous allez pouvoir simplifier la somme ici. Hein, tout ce sigma, il va se simplifier, parce qu'à l'intérieur, ni-1, maintenant, ça fait j-1, ça ne dépend plus de l'indice i, donc ça peut sortir en facteur devant le sigma. Voilà, donc vous allez avoir j-1 en facteur
devant la somme, et dans la somme, il vous restera juste les logarithmes des variances d'échantillons, variances corrigées. Voilà, puis il faudrait sommer sur l'indice petit i. Voilà, d'accord? Donc ça simplifie pas mal. Alors regardez, dans le cas des éponges, hein, vous avez tout le détail des calculs dans votre polycope et vous devez trouver pour la valeur observée petite b une valeur de 2,706. À vous de contrôler si vous trouvez bien cette valeur-là. Et donc si vous le reportez sur le schéma de discussion, ben effectivement, ça tombe bien dans la zone d'acceptation. Donc là, on est soulagé et tout s'est bien passé au niveau du test de Bartlett. On a pu accepter l'hypothèse H0 et donc on aura droit au test ANOVA. Donc avec un petit peu de retard, avec 2 cours de retard, on a enfin justifié qu'on avait bien le droit de faire le test ANOVA au cours numéro 4 et le test de Tukey au cours numéro 5. Donc à partir de maintenant, il faudra respecter scrupuleusement la chronologie et puis bien faire toutes les étapes 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre bien rigoureusement. Alors je voudrais quand même encore expliquer pourquoi la zone d'acceptation se situe ici, hein, avec les petites valeurs du côté de 0. Alors dans une situation où l'hypothèse H0 est réaliste, c'est-à-dire que toutes les populations ont à peu près la même variance, donc on imagine qu'au niveau des échantillons extraits de ces populations, ben, eux aussi ils ont tous à peu près la même variance. Voilà, donc on va voir comment se transforme cette formule dans la situation où les variances d'échantillons seraient toutes à peu près égales. Voilà, donc la valeur ne dépendrait plus de l'indice i. Hein, dans tous les échantillons, on trouverait à peu près la même valeur, une certaine constante que je vais noter, mettons k. Alors mettons ici le terme en bleu, là le sigma, qu'est-ce que ça vous donnerait? Vous auriez du j-1. Là, dans la somme, ben, vous auriez les logs de cette fameuse constante k. Voilà, donc il ne dépendrait plus de l'indice i, donc vous seriez dans la somme en train de sommer log de k plus log de k plus log de k, combien de fois, combien il y a de termes dans la somme, il y en a grand I, hein, donc au total, la somme, ça vous ferait grand I fois log de k. Voilà la valeur du sigma, si on considère que toutes les variances d'échantillons sont à peu près égales à une certaine constante k. Et puis ici, si vous développez, ben, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec du n, i fois j, moins i, fois le log de cette constante. Voilà, et le n-i, je vous signale qu'on le retrouve aussi ici, devant le log de la variance résiduelle. Alors, si toutes les variances d'échantillons sont à peu près égales à une certaine constante k, la variance résiduelle, je vous rappelle que c'est la moyenne des variances d'échantillons, et bien elle aussi, elle va donc se retrouver à peu près égale à cette constante k. Voilà, donc si la variance résiduelle est à peu près égale à k, log de la variance résiduelle à peu près égale à log de k, et donc le terme ici se retrouverait à peu près égal à n-i fois log de k, c'est-à-dire la même chose que la valeur qu'on avait trouvée ici, la valeur approximative qu'on avait trouvée ici pour le terme en bleu, là le sigma. Voilà, donc on se retrouve à faire la différence entre deux termes qui ont à peu près la même valeur. La différence ici, vous voyez le signe moins. Donc ça explique que le résultat il soit à peu près voisin de 0. Donc ça justifie pourquoi les valeurs proches de 0 correspondent aux bonnes valeurs compatibles avec l'hypothèse H0.